actuellement et récemment directeur général de la Banque de Gênes. Avant, j'ai été directeur de l'écologie et des milieux naturels au ministère de l'Environnement. Et parallèlement, j'étais le convocal de la Convention sur la diversité biologique pendant près de 10 ans. Aussi, je suis membre de l'AIPBES. Certains d'entre vous, peut-être, ils ont entendu parler. C'est le plus grand forum d'experts, de scientifiques et de décideurs au niveau mondial sur les questions de la biodiversité et des services écosystémiques. Également, j'ai servi convocal de l'AIPBES pendant 10 ans. Et aussi le représentant de la Tunisie dans le système de la Convention de Barcelone, dans le centre des activités régionales pour les aires spécialement protégées. Il n'est pas loin, mais c'est un organisme onusien qui relève de la Convention de Barcelone. Bien évidemment, à côté d'un certain nombre d'autres conventions internationales, notamment la Convention de Berne pour la protection de la vie sauvage en Europe. Malheureusement, j'ai préparé une présentation, mais je crois qu'il y a un problème. Pendant le temps qui m'est alloué, je vais parler un peu des négociations qui ont été, qui ont été couronnées de succès 2024 et 2025. Certainement, vous avez entendu parler des avancées au niveau de la protection de la biodiversité aussi bien terrestre que marine. Et vous avez entendu également de ce qu'on appelle les négociations sur les océans et les mers qui n'appartiennent à aucun État. Vous savez certainement que la mer elle est divisée en zones. Il y a des zones qui sont soumises à la juridiction nationale qui s'appelle des zones territoriales. Au-delà des zones territoriales, il y a les zones économiques exclusives. Au-delà des zones économiques exclusives, c'est l'Open Sea ou bien la haute mer qui est régie par ce qu'on appelle la Convention sur les lois de la mer, l'OMI. La réglementation, c'est une réglementation internationale qui s'applique, contrairement aux eaux territoriales où l'État exerce des pouvoirs pour réglementer ces eaux, tant sur le plan de navigation, sur le plan de protection des écosystèmes, et également pour le contrôle militaire, le contrôle de l'immigration, tout type de contrôle au niveau de la mer. Donc, pratiquement toutes les conventions internationales, c'est des conventions de Rio qu'on appelle, la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur les changements climatiques et la Convention sur la dégradation de la Terre, ont des prérogatives pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes seulement au niveau territorial, c'est-à-dire 12 000 marins à partir de la côte. Cela représente pratiquement une petite distance. Mais au-delà, la question des écosystèmes, les changements climatiques, les ressources génétiques, la planification spatiale, la conservation de la biodiversité n'est pas réglementée. Ce n'est qu'en 2015 où la communauté internationale s'est rendue compte qu'il faut vraiment un outil juridiquement contraignant pour protéger cet espace au-delà des compétences nationales, parce que c'est là où il y a des vraies richesses. Au niveau marin, c'est dans des profondeurs qu'il y a des richesses, notamment des richesses génétiques, et il y a vraiment des conflits récurrents sur les ressources génétiques marines, à partir duquel, bien évidemment,
les grandes multinationales produisent des produits de très haute valeur, notamment dans la cosmétique, dans la médecine, dans l'alimentation également. De ce fait, sous l'égide des Nations Unies, des discussions ont porté sur un instrument international pour protéger la biodiversité au-delà de ces zones. Ce traité, il a été, après 10 ans de négociations, où toutes les parties ont participé, 193 parties des Nations Unies ont participé à la négociation de ce traité. Et en 2025, ce traité a vu le jour et a été présenté lors de la conférence des Nations Unies sur les océans en juin dernier à Nice, en France, où beaucoup de chefs d'État, beaucoup de représentants de pays ont participé pour plaidoyer en faveur de la ratification et de l'entrée en vigueur de cet accord qui s'appelle BBNJ. En anglais, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, حماية التنوع البيولوجي في المناطق خارج الولاية الوطنية بالعربي, ou bien la conservation de la biodiversité dans les zones au-delà de la juridiction internationale. Alors, quelles seront les retombées positives de cet accord sur l'environnement mondial? D'abord, il va apaiser des conflits entre des pays qui ont des intérêts sur des ressources. Vous avez certainement entendu parler des conflits entre beaucoup de pays, la Norvège, les États-Unis, le Canada, la France, l'Espagne, sur des parties qui se trouvent dans le pôle Nord, où il y a vraiment des richesses, le Danemark également, des richesses qui sont très convoitées, qui sont très demandées. Donc il y a beaucoup de conflits dans cette zone. Ça, c'est le premier point positif de cet accord. Le deuxième point positif, c'est que la biodiversité et les écosystèmes du haut fond seront protégés. Et contribueront à atteindre une ambition internationale. Cette ambition elle est très ancienne, mais qui n'a jamais été atteinte. C'est de protéger au moins 30% de la superficie de la terre et de la mer pour que le système naturel mondial soit dans un état d'équilibre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que les États doivent protéger au moins 30% de leur territoire, terrestre ou bien marin, pour que les écosystèmes et la biodiversité continuent à fournir des services des services écosystémiques qu'on appelle, des services pour l'humanité. Vous savez certainement également que la biodiversité et les écosystèmes, c'est-à-dire les forêts, les zones humides, la mer, les montagnes et le Sahara, les plantes, les animaux, pratiquement fournissent 90% des besoins de l'homme au quotidien. Si vous voyez, depuis qu'on commence la journée, donc on prend du café, on mange, on s'habille, on prend la voiture, on allume la lumière, tout ça provient de la nature, de la biodiversité et des écosystèmes. Donc c'est très important de protéger cette biodiversité pour qu'on puisse continuer à vivre. Sinon, il y aura bien évidemment le point de stop qui, d'après les experts, ils disent que si cette ligne de dégradation de la biodiversité et des écosystèmes continue à ce rythme-là, en 2050, la vie humaine serait compromise. Il n'y aura presque plus rien
à manger, à s'habiller, à boire, parce que la biodiversité des écosystèmes fournissent des services culturels, et donc il est temps d'agir pour protéger ces écosystèmes-là. Les scientifiques ils disent que 30% c'est pas beaucoup. Il faut protéger 50% de territoire. C'est-à-dire que 50% de protection, c'est réduire par exemple des bâtiments, réduire des infrastructures, etc., au profit des habitations ou bien des infrastructures écologiques respectueuses de l'environnement. Donc, deuxième chose, c'est que cet accord mondial BDNJ va contribuer à l'atteinte de l'objectif de protéger 30% de la biodiversité marine, y compris bien évidemment les ressources marines génétiques, parce que c'est là où l'enjeu très important de la mer. Aussi, l'accord va favoriser la coopération. Vous savez très bien que les zones au-delà des juridictions nationales sont des zones partagées entre beaucoup de pays. Par exemple, en Méditerranée, qui est notre cas, notre Méditerranée, elle est partagée entre 21 pays, en plus de l'Union européenne, bien évidemment. Donc, 21 pays se partagent un petit espace. Et là, donc la coopération, elle est très importante pour que les pays protègent au moins 30% de cette Méditerranée, qui est extrêmement fragile, et c'est une mer fermée qui subit les impacts des pollutions, des changements climatiques et des espèces qui parviennent un peu de partout, de l'océan Atlantique, de l'Indien, pratiquement de tous les océans. Il y a beaucoup d'espèces qui rentrent en Méditerranée et qui causent un déséquilibre au niveau biologique de cette mer. Donc, on a dit que d'abord, cet accord va limiter les conflits au niveau international, il va contribuer à protéger la biodiversité des écosystèmes, favoriser la coopération et aussi favoriser la technologie, le transfert de technologie entre les pays, parce que beaucoup de pays, surtout les pays en développement et les pays moins développés, n'ont pas les technologies nécessaires pour aller protéger leur biodiversité des écosystèmes dans des zones très éloignées. Ça demande beaucoup de matériel, ça demande beaucoup de technologie, et ça, c'est vraiment une question qui n'est pas à la portée de beaucoup de pays. Et cet accord va favoriser la coopération entre les pays développés et les pays les moins développés sur le plan de transfert de technologie et aussi sur le plan de financement. Et ça, c'est une question aussi très importante. Voilà, donc c'est une introduction, mais parlons au niveau méditerranéen, au niveau africain, où est-ce que l'on est par rapport à ces processus-là. Sur la question de biodiversité nationale, c'est-à-dire la biodiversité qui est sous le regard des scientifiques et des décideurs, je dirais que l'Afrique et la Méditerranée sont des hotspots pour la biodiversité. C'est des pays méga divers. À comparer par exemple avec les pays de l'Amazonie, les pays de l'Asie, nous sommes considérés quand même un continent extrêmement diversifié d'un point de vue biodiversité. Ce qui nous donne un poids très important dans des négociations internationales. Parce que le groupe africain, c'est l'un des groupes les plus influents au niveau international. Et ce groupe, il est appuyé
par beaucoup d'instances africaines, notamment l'Union africaine, la conférence des ministres africains, le PLUE, la FAO. Il y a beaucoup d'institutions onusiennes qui appuient l'Afrique dans les négociations. Également, l'Afrique est des membres de ce qu'on appelle le G77 plus la Chine, ce qui fait que 77 plus 1, ça fait 78, c'est presque un peu plus moins, c'est le plus grand groupe déjà, mais il représente un peu moins que la totalité du groupe. 193 pays, et il y a 88 pays qui font l'alliance G77 plus la Chine, 78 pays. C'est-à-dire que ce groupe est le groupe majoritaire dans les négociations internationales. Et à chaque fois qu'il y a un compromis à trouver, il y a des divergences, c'est pratiquement ce groupe qui pourrait trancher sur certaines questions. Aussi, au niveau africain ou bien au niveau méditerranéen, il y a ce qu'on appelle, bien que c'est un groupe qui n'est pas reconnu à l'échelle internationale, c'est-à-dire ce n'est pas un groupe onusien, mais l'Union du Maghreb arabe est un groupe là qui constitue un forum de discussion, un forum de négociation et un forum de coopération sur certaines questions, surtout dans les conventions régionales. Comme par exemple, ma collègue va vous en parler tout à l'heure, dans le cadre de la Convention de Barcelone, où les pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, constituent quand même un groupe influent, et on a des exemples sur cette question. Sur le plan africain, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'alliances au niveau africain, ce qui a permis d'influencer beaucoup de décisions au niveau international, parce que en général, les pays africains sont les pays les plus pénalisés, parce que d'une part, ils possèdent la plus grande biodiversité mondiale, et d'autre part, ils n'ont pas les moyens de protéger. Donc, ils ont besoin de capacités et ils ont besoin de financement pour protéger cette biodiversité. Et les conventions internationales, malheureusement, des fois, ils ne prennent pas en considération ces questions de favoriser les échanges nord-sud, favoriser la coopération, le transfert des technologies et également la coopération bilatérale entre un pays, par exemple, développé et un autre pays en voie de développement ou un groupe d'autres pays moins développés. Donc, ce qui fait que dans les négociations internationales, c'est beaucoup d'enjeux qui rentrent dans ces discussions-là. Et j'ai encore le temps. Vous avez encore 4 minutes. 4 minutes. Parce que je vais aborder une autre question très importante. L'autre question, c'est les négociations concernant le cadre mondial pour la biodiversité de l'Afrique 2020. C'est un cadre extrêmement important. C'est un cadre qui est préparé et adopté dans le cadre de la Convention sur la biodiversité, qui est une convention de Rio, une convention onusienne. Ce cadre, il a été adopté en 2020, comme je l'ai dit, et c'est 2020, c'était la période de Covid. Donc il y avait des discussions
discussions en ligne, il y a des pays qui ont participé, d'autres non. Après 2016, je crois, où c'était la première annonce qu'on va faire un cadre pour 2020-2030. En 2016 en Égypte. Les négociations ont pris donc, de 2016 jusqu'en 2020. En 2020, il y a eu le Covid, donc on a fait une marche arrière parce que ce n'était pas possible d'organiser des réunions en personne. Et les négociations, certains pays d'Afrique n'ont pas d'Internet. Et ce qui a reporté les négociations jusqu'en 2022. Et ce n'était qu'à Montréal que les négociations ont été couronnées par l'adoption d'un cadre mondial pour la biodiversité. Il s'appelle le cadre de Kunming Montréal 2020-2030. Ce cadre, c'est ça le plus important. Hein. Ce cadre, il est axé sur des résultats et aussi il s'appelle un cadre pan-gouvernemental et pan-sociétal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la décision sur les questions de conservation de la nature se prennent à tous les niveaux de décision au niveau international et les discussions et la prise de décision sur les questions de la conservation de la nature se fait sur le pan sociétal, c'est-à-dire à travers toute la société. De là, le rôle de la société dans la conservation et dans la prise de décision sur la biodiversité. C'est-à-dire que chaque élément de la société, y compris les jeunes, les femmes, les journalistes, les ONG, les universitaires, la population, tous, ils ont un poids dans la conservation de la biodiversité. Donc, cette approche pan-gouvernementale et pan-sociétale de la conservation de la nature, c'est la nouveauté qui a été apportée par le cadre mondial de la biodiversité du Kunming Montréal jusqu'en 2030. En Tunisie, je suis le coordinateur national de la préparation de la stratégie nationale sur la biodiversité et du 7e rapport national sur la biodiversité. On a eu l'habitude de faire participer des journalistes dans toutes les réunions, avec des réunions ciblées pour les journalistes tunisiens et des formations sur les questions de la biodiversité, des changements climatiques, de la réduction des risques de catastrophes, pour que ces journalistes nous accompagnent sur ces processus internationaux. Il est vrai que des fois, c'est très difficile de participer à des réunions internationales, étant donné que cela demande des financements et toutes les procédures de participation. Des fois, je participe à des conférences tout seul, je ne peux même pas faire participer mon collègue qui a travaillé avec moi toute l'année ou quelque chose comme ça. Donc, de ce fait, on a fait pas mal de fois des appels à renforcer la participation des pays en développement dans les conférences, dans les négociations internationales, dans les groupes de travail qui sont faits. Également, au niveau international, les ressources financières sont très limitées. Donc, on essaie de préparer la participation tunisienne dans le cadre de groupes de travail ou bien dans le cadre des ateliers. Et après les négociations, on présente les résultats dans le cadre d'un atelier de restitution. Et ces ateliers où on applique, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'approche pan-gouvernementale et pan-sociétale, là où il y a les parlementaires, il y a les journalistes, il y a scientifiques, il y a les représentants des institutions nationales, des experts, des individus. Donc on essaie de transmettre des résultats de ces négociations au niveau international. C'est bon? Très bien, et là je suis sûre qu'on a pas mal de questions.
C'est là où on va justement donner la parole à nos journalistes pour un Euh, échange. On pourra aussi reprendre une deuxième vague de questions après deuxième intervention aussi, comme ça, pour les deux intervenants ce matin. Ah, non, Bonjour, juste pour dire. Merci pour votre présentation. Je vais devoir vous demander courtoisement de vous représenter avant de vous poser la question, parce que je n'ai pas pu noter votre fonction, votre titre, si vous permettez. Alors, je suis directeur général de la Banque nationale de Gênes.